se joue à 4 avec 52 cartes. Il demande mémoire et concentration. On le qualifie de sport de l'esprit. C'est le bridge, vous allez voir. Peut-être qu'il va vous tenter. Avec nous aujourd'hui, un des 10 clubs de Vendée. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors, le sujet de votre chronique aujourd'hui. Eh bien, on a beaucoup parlé des guerres de Vendée, 1793, le début des guerres de Vendée, avec tous les épisodes, etc. Il y a eu heureusement une fin. Et c'était il y a 220 ans exactement, avec un personnage le plus illustre en Vendée, qui est Charette, qui a été arrêté en mars, exécuté 6 jours après. Très bien, vous en direz plus tout à l'heure. Charette, c'est un personnage emblématique en Vendée. Très bien. Messieurs, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes des bridgeurs du club de bridge de La Roche-sur-Yon. Alors, monsieur le président Bernard Rouillet. Bonjour. Monsieur le vice-président trésorier, monsieur Jacques Lebois. Bonjour. Alors, on va avec vous essayer de comprendre cette activité, ce sport de l'esprit qu'on appelle le bridge, et que finalement, pour ma part, je ne connaissais pas. On a une image peut-être certainement un peu stéréotypée. Alors, le club, déjà, rapidement, combien d'adhérents ? Alors, je vais dire d'abord l'origine du bridge. Le bridge, c'est un mélange de plusieurs jeux européens et qui a été annexé par les anglo-saxons après le whist. Mais l'origine du mot bridge viendrait d'un mot russe, qui était un jeu de cartes, qui était le birich. Voilà, donc c'est un mélange de toute l'Europe. Introduit en France en 1850 à peu près. Et donc une fédération française qui gère cela. Alors combien d'adhérents pour le club de La Roche-sur-Yon ? 15 000 adhérents. Mais alors, 15 000 adhérents à La Roche-sur-Yon alors, 95 000 adhérents en France. À La Roche-sur-Yon, nous sommes 150. Ouais. Et dans le comité, on doit être 3500. Il y a 30 comités en France. Vous voyez, on est bien répartis. Les bridgeurs sont plutôt des hommes ou des femmes ? À parité, même au niveau national, dans notre club, on est à peu près 50%, 50%. Au niveau national, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a 51 000 femmes licenciées à la fédération contre 43 000 hommes. Par contre, oui, alors que vous me disiez qu'on joue au bridge en silence. Oui, mais il y a aussi le bridge de salon. Bon, il y a cette image des dames de la bourgeoisie qui, l'après-midi, prenaient leur tasse de thé en faisant une partie de bridge, et donc passaient beaucoup de temps à discuter, n'est-ce pas ? Bien sûr, évidemment. Non, mais le bridge de club, lui, a une éthique, et donc on ne discute pas, on joue. D'accord. Alors, on a une image, c'est vrai, un petit peu élitiste du bridge, un peu à l'anglo-saxonne. Alors, je crois que ça fait partie des codes, quand même. C'est une certaine tenue. Élitiste, on peut dire oui à un certain niveau, puisque c'est un sport aussi de compétition. On a des compétitions de bridge de très haut niveau, donc il y a des sportifs de haut niveau dans tous les sports, et il y en a au bridge. On peut dire que les Françaises sont championnes du monde de bridge. Oui, les Françaises. Les Françaises. Et non pas les Français. D'accord. Et donc ça représente ces gens qui font de la haute compétition, 15 à 20% des bridgeurs, si vous voulez, qui font de la compétition. Le reste des gens sont de toutes origines. Alors c'est vrai que beaucoup d'employés, professions libérales, fonctionnaires, professeurs. Peut-être parce que finalement, on joue dans certains milieux, pas dans d'autres. Mais également ouvriers et agriculteurs. On a vraiment en Vendée, on a une palette assez riche. Oui, tout à fait. Par contre, le profil, c'est des gens qui ont quand même un certain âge, entre guillemets, parce que ça demande du temps, et dans la vie active, on ne trouve pas toujours le temps de... Alors ça, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est donc un sport, et ça demande du temps, parce qu'il y a quand même des règles, un certain entraînement à avoir. D'ailleurs, il y a même une école. Oui, donc effectivement, la plupart des clubs ont une école de bridge. On estime que donc, les gens qui ne connaissent pas le jeu, qui veulent le découvrir, il y a une première année d'initiation. Donc on a 3 professeurs dans notre club, à 3 niveaux différents. Donc pour arriver à jouer correctement, il faut passer au moins 1 an en école de bridge, pour apprendre les rudiments nécessaires, à raison d'un cours par semaine, d'un cours qui dure 3 heures à peu près. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir un... Il y a des aptitudes particulières. Est-ce qu'il faut être matheux, tacticien Qu'est-ce que ça requiert pour être bon, quoi ?
Il faut être des gens normaux comme nous. Donc c'est bon, Gilbert. Gilbert pourrait jouer, il n'y a pas de problème. C'est vrai que le raisonnement du jeu va se rapprocher du raisonnement mathématique. Oui. Ça demande de la logique. Voilà. Alors justement, vous allez nous expliquer. Alors on ne va pas faire une partie complète parce que... Il faut du temps. Voilà, Faut du puis temps. nous, on ne connaît pas. Donc on a un jeu de 52 cartes qui ressemble à un jeu de cartes Oui. classique. Tu as le jeu? Oui, le seul investissement qu'on ait besoin au bridge, c'est ça. C'est de Voilà. 3 euros. Hein, Les couleurs qu'on connaît. Voilà, c'est les mêmes cartes qu'à la belote. c'est les mêmes, c'est exactement Oui, les mêmes. sauf qu'elles vont jusqu'au 2. Elles ne s'arrêtent pas au 7. À la belote, Oui. la plus petite carte est le 7. Là, au bridge, la plus petite carte est le 2. Donc, Les il y a plus grosses cartes. c'est- l'As, le roi, la dame, le valet, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jusque-là, ça va. Ça va. Alors, on joue à 4, On joue à mais quatre. par paire. Alors, Par- moi, par je paire. suis avec Monsieur Rouillet Voilà. et vous êtes Et- avec Gilbert. Tout à fait. Alors nous sommes est-ouest et nord-sud. Alors les joueurs sont positionnés effectivement par les points cardinaux. Hein, voilà. Et donc il y a un étui. Le jeu arrive sur la table dans un étui. Il a été distribué déjà. Voilà. Il y a un donneur. Ouais. Donc c'est le donneur qui va parler en premier. D'accord. Le donneur, c'est celui qui... Elles sont distribuées. Qui distribue. Voilà. Voilà. D'accord. Hein. Ah oui, là, d'accord. Là, Chacun a son jeu, compartiment. hein, voilà. D'accord. Et Et le principe, le principe, donc il y a 52 cartes. On est 4 joueurs, ça fait 13 cartes par joueur. Donc il y a 13 plis, on dit des levées, pour parler en termes corrects, à faire. Et donc le but du jeu, c'est de déterminer combien on va faire de levées en choisissant l'atout que l'on veut. donc on annonce. Moi, Donc voilà. c'est la première partie du jeu, ce sont les enchères. Et ça représente, j'allais dire, peut-être presque la moitié du savoir-faire au bridge, parce qu'il faut trouver la bonne enchère pour jouer le bon contrat. Et donc là, on a besoin d'avoir pris des cours à l'avance, puisque tout est codifié un petit peu dans les... Donc on va annoncer pour alors, pas une partie, combien de contrats. Donc sur 13 plis, on va demander combien de plis. Par exemple, si on dit... On estime. Voilà, on est capable avec notre jeu, par un code d'enchère qu'on va transmettre, de faire 10 plis à la tout cœur. 10 plis, donc on ne dit pas 10 cœurs, parce que, bon, quand on demande un contrat, donc on s'engage à faire au moins la moitié des plis. La moitié des 13, c'est 6,5, c'est pas facile, bon, disons 6. 6 plus 1, ça fait 7, plus 2, ça fait 8, etc. Donc si je demande 10 plis, ça fait 6 plus 4, donc je demande 4 cœurs. Hein, on a des cartons d'enchères, pardon. Alors, ce que j'interviens, parce qu'on parlait des enchères, on ne parle pas dans ce jeu. Donc, toutes les enchères se font en Par des posant cartes. Un carton. Un Voilà. carton. Ah, voilà. On pose des cartes, d'accord. Vous Pour posez éviter sur la les- table un carton, un cœur, D'accord. donc vous demandez 7 plis à la tout cœur. Ok. En face, Gilbert peut mettre 2 cœurs. Alors il faut aller en montant, bien sûr. Un autre joueur peut mettre derrière 2 trèfles. Il s'engage à faire 8 plis à la tout trèfle. D'accord, très bien. Jusqu'au moment où tout le monde passe. Donc le dernier qui a parlé, c'est le contrat définitif. Voilà, donc mettons qu'on soit arrêté à 4 cœurs. Donc il y a une équipe qui s'engage à faire 10 plis en jouant à tout cœur. Donc là, à la fois, c'est de remplir son contrat, mais pour les adversaires, d'empêcher... D'empêcher, bien sûr. Voilà. Alors, après la phase d'enchère, la deuxième phase, on en parle peu, mais elle est très importante, c'est la phase du plan de jeu. Celui qui doit jouer, c'est là où il faut réfléchir, là. Il a du temps pour le faire, prévoir comment il va faire ses plis. Et ce temps de réflexion, souvent, les gens jouent trop vite et ils ne prennent pas le temps de le réaliser. Je crois que c'est bien de le faire. Et après, l'important, c'est le jeu de la carte. Alors là, on retrouve le plaisir de tous les jeux de cartes, mais avec une seule obligation, c'est de fournir une carte dans la couleur demandée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez couper ou ne pas couper. Vous n'êtes jamais obligé de monter sur un set, mettre une carte au-dessus. Vous fournissez dans la couleur. Donc, il y a une variété de réponses, de jeux qui est infinie. Alors, après, on fait des impasses, on fait un plan de jeu, si ça ne va pas, on peut le modifier en cours de partie, mais c'est le côté intellectuel et le côté intéressant du bridge, quoi. Alors on va y revenir un petit peu et on va faire une parenthèse avec Monsieur de Charette de Gilbert.
Alors un personnage, on connaît le nom, on a peut-être un peu oublié un peu l'histoire, on connaît un peu son histoire par rapport à la chaboterie aussi peut-être en Vendée. Oui, mais ça commençait bien avant. D'ailleurs, on ne sait pas, généralement, on considère qu'il est vendéen. Il ne l'est pas tout à fait, puisque jusqu'à 27 ans, il n'a pratiquement pas résidé en Vendée. Il est né à Couffet, en Loire-Atlantique, c'est pas très loin, mais c'est juste au-dessus de la Loire. Il est venu à la Garnache, au manoir de Fonteclose, aux environs de 27 ans. Après tout un passé, je dirais, glorieux, puisqu'il était capitaine de corvette, je crois que c'est comme ça que l'on dit. En tout cas, il a un passé dans la marine, très, très remarquable. Il est tout jeune, il était à 24 ans, je crois que le titre c'était officier de marine, lieutenant de vaisseau à 24 ans. D'accord. Et donc, il s'installe à la Garnache, il mène une vie très, très facile. Certains disent même un peu trop facile. Et puis 1793 arrive, avec les raisons que l'on sait pour le déclenchement des guerres de Vendée, levée en masse, exécution de Louis XVI, les prêtres qui devaient prêter serment, etc. Les gens se révoltent notamment dans le Maine-et-Loire, un petit peu en Vendée, et autour du Marais breton et du côté de Machecoul, on l'a quand même un petit peu repéré. On a besoin de chefs quand même. Et lui, il n'est pas trop décidé. Il se cache sous le lit. Ah d'accord. À ce point-là, ah oui, très téméraire. Non, pas du tout. Puis finalement, il se laisse convaincre. Il dit si vous avez besoin de moi, je viens, mais à condition que ce soit moi qui commande, il faudra m'obéir. Ah oui, donc il reprend quand même du poil de la bête assez voilà, vite. à ce moment-là, oui. Donc il devient véritablement un personnage un peu fougueux, avec beaucoup de talent, mais un petit peu personnel aussi, parce qu'il y a eu quelquefois des attaques pas trop concertées avec d'autres armées, puisqu'il y avait Stofflet, Lescure, etc., Bonchamp, plein d'armées dans toute la grande Vendée militaire. Je rappelle que toute la Vendée n'était pas concernée par les guerres de Vendée. Tout le sud de la Vendée, en gros, un petit quart du sud de Vendée n'était pas engagé dans ce conflit. À l'inverse, le sud de Loire-Atlantique, le sud Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, en gros, c'est presque 2 départements, mais voilà, la Vendée militaire. Oui. Et donc, c'est un personnage. Certains chefs vendéens ont été blessés, tués, etc. Il reste pratiquement un des seuls. En tout cas, c'est lui qui traite le traité de la Jaunais, qui met momentanément fin aux guerres de Vendée, puisqu'on accepte à ce moment-là la liberté religieuse, on accepte qu'il n'y ait plus la levée en masse pour la région, mais au bout d'un certain temps, quand même, les choses ne sont pas tout à fait respectées dans ce traité, et la guerre repart, avec beaucoup de difficultés quand même, et donc on le chasse, on le traque, et il a moins d'hommes, et un jour il se trouve pourchassé dans les bois de la Chaboterie. Il n'a plus que 32 soldats autour de lui, et il est capturé donc à l'orée des bois de la Chaboterie. C'était, je crois, le 23 mars 1796. 6 jours après, il est rendu à Nantes. Il est exécuté. Place, on appelait ça à l'époque la place des agriculteurs, c'est devenu la place Viarme. Mais là aussi, c'est un personnage. Là, je vais prendre quelques expressions parce que même au dernier moment, c'était quelqu'un. Il déclare juste au moment juste avant d'être fusillé, « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et puis surtout, il refuse qu'on lui bande les yeux. C'est lui-même qui dirige le peloton d'exécution. C'est vraiment un seigneur, un monsieur. Lorsque je fermerai les yeux, tirez droit au corps. Oui, d'accord. Fier jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, il y a quelques petites traces de son passage, donc place Viarme. Il y a une plaque à l'angle de la rue Félibien. Oui. Il y a juste un pavé à l'endroit précis où il a été exécuté, où on le remarque, c'est tout.
Et puis ailleurs, Saint-Sébastien, là où a été pris le traité de la Jaunais, à Saint-Sulpice-le-Verdon. Puis il est revenu dans l'actualité. Il revient un petit peu dans l'actualité, d'une part parce qu'il y a eu, il y a relativement peu de temps, un livre écrit par Philippe de Villiers, mais surtout il va y avoir des choses, on va en reparler. Et le Puy du Fou, ça va être la grande attraction de l'année 2016, puisqu'il y a un grand spectacle que l'on appelle le dernier panache. Et surtout, ce qui est remarquable, ce qui est ça vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est une grande tribune avec 2400 places assises. Et au lieu que ce soit, je dirais, la scène qui tourne, c'est la tribune qui tournera autour de la scène. Voilà. Donc, merci Gilbert. Charrette, c'est vrai qu'il y a encore des choses qu'on ignore. Pour revenir au bridge, que M. Charrette n'a pas connu. Non. Voilà. Qu'est-ce qui fait sa différence par rapport aux autres jeux de cartes qu'on connaît peut-être plus facilement? Moi, j'en vois plusieurs, mais la principale, c'est le seul jeu que je connaisse aux cartes. Je suis grand joueur de cartes, je joue au tarot, je joue à Bojato, je joue à tout. C'est le seul jeu où on trouve du plaisir, même si on n'a pas de jeu. Dans tous les autres jeux, si on n'a pas de jeu, le temps passe. Bon, parce que là, le nombre. Il y a autant de plaisir, j'allais dire, à défendre, à faire chuter un contrat, qu'à le faire. Donc, quand on joue en défense, le plaisir est le même que si on dirige le jeu. Donc, ça, c'est vraiment. Et les capacités, le nombre de possibilités mathématiques est tel que c'est jamais deux fois le même jeu. Quoi. On découvre à chaque fois un nouveau jeu. Chaque donne est un problème nouveau. Voilà. C'est pour ça le sport de l'esprit, parce que c'est aussi certains enseignants en cours de mathématiques l'utilisent pour travailler la concentration des élèves. Tout à fait, ça se marie très bien avec la discipline mathématique, puisque ça fait appel donc, au raisonnement, on l'a dit, mais à la logique surtout. Et puis à la mémoire. Il faut mémoriser les cartes qui sont passées, etc. Et la concentration. Donc ça, pour nous jeunes, je crois que l'aspect concentration... Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui ne se dit pas matheux? Finalement, je te coupe. Oui. C'est fait pour les jeunes, puisque pour la concentration, parce que les jeunes ont un peu plus de difficultés peut-être qu'autrefois. Oui. Et puis c'est aussi pour les anciens, parce que faire travailler les méninges. Oui, alors, effectivement, cet aspect, dans notre club, on est plutôt du côté des personnes âgées, effectivement, puisque notre doyen a 94 ans, et c'est encore pratiquement un des meilleurs joueurs du club. Ah oui. Donc c'est vous dire qu'effectivement, ça entretient les facultés intellectuelles. On a 10 personnes de plus de 85 ans qui jouent régulièrement. Très bien. Et qui sont, au niveau activité intellectuelle, on peut dire que ça va très bien. Ils sont plutôt bons. Oui. Alors, deuxième point que différencie des autres jeux de cartes, c'est aussi le fait que les donnes que nous jouons sont mises en étui, vous l'avez vu, et sont jouées par les tables successives. Donc le classement à la fin du tournoi se fait non pas par rapport à nos adversaires, mais par rapport à ceux qui ont joué le même jeu que nous aux autres tables. Ah bon? C'est ça l'intérêt du bridge. C'est qu'en définitive, on n'a pas. Nos adversaires, c'est ceux qui joueront la même chose que nous, c'est pas celui qu'on a en face. Donc il y a peu de place laissée au hasard et à la chance, si vous voulez. C'est vraiment le bridge. Et puis un des troisièmes points que j'aime bien, moi aussi, c'est quand même cette origine anglo-saxonne qu'on a. On a un code de déontologie qui est très fort, qui figure dans notre petit livret, et avec un arbitre. À chaque match, il y a un arbitre qui n'est pas là pour sanctionner, qui est là pour faciliter le jeu, et qu'on appelle s'il y a un petit problème de compréhension. Donc, si vous voulez, il y a ce côté sécurisant, ce côté quand même assez... C'est cadré. assez encadré, quoi. Puis bon, c'est à la fois du ludique et à la fois sérieux, quoi. Oui, ça se termine toujours, vos rencontres, par quelque chose d'assez convivial. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous des ascètes. Non. La troisième mi-temps, elle est moins longue qu'au rugby, mais le club a un petit bar, et donc après le tournoi, on se retrouve devant un petit verre, et on discute comment tu as joué telle donne, et que toi, comment tu as fait ce tel contrat. Ah, mais moi, je l'ai chuté. Et puis, il y a plus d'échanges que dans la plupart des jeux.
Ah oui, oui. Après, Ah oui, Après. alors, Ouais. nos dates, Parce qu'on ne peut pas parler pendant. Pendant, voilà. il faut se alors, taire. Julien, Mais comme est-ce que- nos donnes sont figées, après elles sont mises sur informatique, on peut les réanalyser chez soi et revoir comment on aurait dû. Ah oui, jouer. ah oui. Maintenant, c'est l'analyse des contrats après coup qui fait qu'on progresse. Si vous Alors, voulez. ce qui est intéressant, par exemple, Gilbert, c'est que donc, cette école du bridge, qui est faite pour les débutants et les gens qui veulent progresser, c'est quand même bien aussi parce que du coup, on se dit, je vais pas assister comme ça ou venir regarder. Vraiment, on participe à des cours régulièrement et on peut progresser assez vite. Voilà. Donc, effectivement, on a des groupes de 8 à 10 élèves maximum. On a actuellement, sur les 3 niveaux, une quarantaine de personnes qui suivent des cours. Dont 17 qui débutent. 17 débutants cette année. Oui. Alors, rappelez-nous, un tarif indicatif pour quelqu'un qui veut débuter, ça lui coûte à peu près combien? Alors, pour les débutants, pour la première année, la cotisation au club est de 20 €, simplement. De 20 €, elle est réduite. ouais. Et les cours sont gratuits pendant un trimestre. Et ensuite, c'est 5 € le cours. Donc, avec une dizaine de cours par trimestre, ça fait 50 € par trimestre, sur le 2e et 3e trimestre. Et on fait un trimestre de découverte complet où les cours sont gratuits pour voir si les gens vont accrocher ou pas. Voilà. Il y en a qui, au bout d'une partie, disent non, c'est pas mon truc. Mais c'est très rare. Beaucoup s'accrochent. Hein. Alors, je peux conseiller, alors Gilbert, vous poserez votre question dans les coulisses, parce qu'on va pas avoir le temps. Je peux conseiller d'aller sur le site internet de la Fédération nationale, où il y a un petit, enfin pas un logiciel, une petite démonstration qui s'appelle Tout à fait. Apprendre à jouer. Tout à fait. Je l'ai testé, moi qui Oui. ne connais rien, qui ne suis pas partie de mon épreuve. C'est très intéressant parce qu'on voit, on comprend bien le fonctionnement du jeu et on peut, voilà, il y a plusieurs étapes, de celui qui ne comprend rien et puis celui qui veut vraiment aller un petit peu plus loin. Alors, un petit point complémentaire, on fait une fois par mois une séance de jeu avec entre les débutants et un joueur confirmé. Ah, d'accord. On essaye de les mettre dans l'esprit et très vite ça se passe bien parce que c'est aussi une grande leçon d'humilité le bridge. Vous savez que les meilleurs se font battre. Tu sais ce que c'est. Oui. Très bien. Oui, Alors, vous avez cité le site de la Fédération, effectivement, et sur ce même site, on peut, effectivement, si on recherche un club, vous pouvez contacter. Le site, le club de La Roche-sur-Yon est référencé, et vous Voilà, avez c'est même tous les horaires de cours et tous les horaires de tournois qui sont indiqués. Tout Donc à vous fait. avez un renseignement complet, et puis les contacts et il y a plusieurs possibles. clubs en Vendée, je ne les ai pas Oui. cités, Fontenay, enfin vraiment au sud, nord, sur le Bocage et sur le Oui, littoral. oui, tout à fait. Très bien. Merci. Par un petit jeu de magie, Gilbert va se transformer en Yvelise qui va terminer cette Extraordinaire. émission. Alors, Yvelise, on voyage dans les verres, oui, avec vous. Les verres verts. Oui, les verres. On les connaît de réputation, mais on ignore souvent leur histoire et leur diversité. Les whisky, rhum, cocktails font l'objet de livres récemment publiés, juste avant les fêtes. Donc, pour ceux qui auraient loupé, je vous les ai rassemblés, je vais vous les présenter en séance de rattrapage. Alors, on va préciser, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc important. Jamais d'abus. Et moi, je ne présente que des livres qui parlent d'alcool. C'est vrai. On commence donc par l'ouvrage d'Alexandre Vintier, 101 rhum, chez Duno, qui recense donc 101 bouteilles de rhum du monde entier. Et moi qui naïvement pensais qu'on ne faisait que du bon rhum qu'aux Antilles ou à La Réunion, eh bien, je suis tombée de haut et j'ai revu ma géographie pour apprendre qu'effectivement, on fait aussi du rhum, bien sûr dans les Caraïbes à partir de la canne à sucre, mais également du rhum en Amérique du Sud et dans les Philippines, et aux Philippines, pardon, à partir de la mélasse, qui est un autre procédé, un autre une question de process. monsieur. Exactement. Tout à Donc sans citer de marque, sachez qu'effectivement, Cathy, certains connaisseurs pensent que l'un des meilleurs rhums au monde n'est pas du tout antillais ou martiniquais, mais qu'il serait vénézuélien. Et pour d'autres connaisseurs, il serait plutôt philippin. Donc voilà, dans ce guide, l'auteur nous en présente quelques-uns, 101 quand même, ce n'est pas une paille. Il nous présente des rhums blancs, des rhums agricoles, des rhums ambrés, des grands classiques effectivement, mais aussi des petites perles montantes et puis des étoiles filantes. Voilà. C'est très à la mode, Très hein, intéressant. le rhum. Dans la même collection, toujours dans les 101, nous avons François Monti qui a recensé, lui, 101 cocktails dont il nous narre l'origine, ainsi que diverses anecdotes un petit peu amusantes. Et bien sûr, il donne la recette. Pour rendre hommage, par exemple, à deux stars hollywoodiennes en voyage à Cuba, en 1922, le barman, c'est un célèbre, il fait référence en la matière, Fred Kaufman, a créé le Mary Pickford et le Douglas Fairbanks. Donc les noms vous disent quelque chose, peut-être encore que c'était des vedettes du cinéma muet, mais il leur a donc créé, dédié un cocktail spécial.
Et puis des recettes, on en trouve aussi dans le guide de l'expert, publié cette fois-ci chez Flammarion. Encore les cocktails. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est Stanislas Jouen qui s'est penché sur le sujet, qui brosse donc le portrait de quelques barmen célèbres. Parce que là, c'est pareil, c'est un monde à part, hein, chez les barmen prestigieux qui ont monté leur propre bar et qui ont inventé aussi des séries de cocktails. Donc ils s'intéressent notamment aux grandes familles comme les Fizz comme le Gin Fizz. Excusez la prononciation. Les juleps comme le mint julep. D'accord. Hein, les ponches, les sources. Un peu l'histoire des cocktails. Oui, aussi. l'histoire des cocktails, mais à la fin de l'ouvrage, il y a aussi pas mal de recettes développées de cocktails. Voilà. Et puis on termine avec les Et on va esprits. terminer avec Salvatore Manino, qui est donc lui l'auteur du guide de l'expert, mais du côté whisky cette fois-ci. Et il a rappelé un petit peu comment cette boisson alcoolique a donc alcoolisé. Oui, mais c'est alcoolique. C'est alcoolique aussi, oui. Non, Il y a de cette l'alcool. boisson, cet alcool, en fait, a conquis le monde et s'est développé un petit peu partout. Hein. Il rappelle aussi que on trouve... Même dans les clubs de bridge. Voilà, exactement. On en trouve donc au Canada, aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Suède, au Danemark, au Japon et même en partout, France. Voilà. Rappelez aussi qu'il y a effectivement, il donne des conseils de dégustation pour déguster au mieux son whisky, qu'il soit tourbé, fruité, iodé, qu'il provienne d'une grande distillerie américaine. Bon, souvent, ce sont des distilleries industrielles, bien sûr, ou de petites distilleries artisanales comme celle que nous avons en France, qui s'appelle le Domaine des Hautes Glaces dans l'Isère, qui est une petite distillerie à qui on n'aurait pas pensé qu'il y avait en France des distilleries de whisky. Et bien si. Pour rappel, donc 101 rhum et 101 cocktails, c'est chez Duno, ça coûte 12,92 €. Voilà. Et chez Flammarion, au même prix, le guide de l'expert whisky ou cocktail, selon ce que vous aurez choisi. Si vous avez besoin de goûteurs, nous sommes là. Voilà, je savais que le sujet allait intéresser. On y pensera. Merci Yves-Lise, merci messieurs, et puis j'espère qu'on a donné envie au moins de découvrir le bridge. Oui, que les gens n'hésitent pas à nous contacter et on leur donnera toutes les informations nécessaires. Parfait. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, et puis toutes les informations sur le site internet du magazine Racine. À bientôt.